Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un homme, un tueur en série américain qui a fait pas mal de victimes et qui était plutôt expéditif dans ses crimes. Je vais vous raconter ça. C'est un homme qui n'était pas du tout prédestiné à devenir tueur en série. On a pu voir sur la chaîne des tueurs en série qui ont eu une jeunesse plutôt difficile. On en a vu également qui n'étaient pas, comme cet homme-là, prédestinés à devenir tueurs parce qu'ils avaient eu une enfance plutôt stable. Mais vous allez voir que parfois, un petit quelque chose, petit entre guillemets, peut faire basculer la vie d'un homme. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour voir ensemble l'histoire de Patrick Kearney. Patrick Kearney est né dans une famille plutôt joyeuse. Il était le dernier d'une fratrie de 3 enfants. Il était aimé de ses parents. Il n'y avait pas d'état d'alcoolisme ou de prise de drogue dans le comportement de ses parents. Donc on pourrait se dire qu'il avait une enfance qui ressemble à celle de tout le monde. Sauf que là où il y a eu quelque chose qui a tourné son esprit vers le domaine criminel, ça s'est pas passé dans son foyer familial, ça s'est passé dans le milieu scolaire. C'était un jeune homme plutôt faible, assez fébrile. En gros, c'était pas quelqu'un qui aimait jouer des gros bras, et ça se remarquait à l'école. Ça se remarquait au point qu'il était devenu victime d'harcèlement. Il se faisait harceler, il se faisait frapper, et ça a duré pendant toute sa scolarité. En quittant l'adolescence et l'école, il est sorti avec un diplôme, mais également avec une idée très obscène dans la tête, celle de tuer des gens. Il a quitté Los Angeles pour aller vivre au Texas. Là-bas, il a rencontré l'amour, un amour qui n'a pas duré avec une femme, et il a divorcé. Il a divorcé de 1 parce que l'amour n'était pas réel, et de 2 parce qu'il préférait tout simplement être en relation avec des hommes. Il est parti ensuite s'installer de nouveau en Californie, où il a travaillé en tant qu'ingénieur pour la société Hughes Aircraft. Hughes Aircraft est une société de construction aérospatiale qui a été fondée par un homme très connu, Howard Hughes. Howard Hughes était un businessman, un aviateur, qui a eu une vie vraiment fascinante. Je pense que j'en ferai peut-être une vidéo un jour sur le sujet parce que c'est une histoire que je trouve tout simplement intéressante. Il me semble qu'il y a eu un film sur lui qui s'appelle Aviator avec Leonardo DiCaprio. J'ai un doute là-dessus, mais je crois que c'est son histoire. Bon, jusque-là, notre homme a une vie plutôt banale. Banale, mis à part le fait que lui, il a envie de tuer des gens. Pendant ses années de célibat, moins attiré par des relations longue durée que par des relations d'un soir, il va partir à la recherche de conquête d'une nuit, pour perfectionner ses techniques de drague, et il va avoir déjà, si on peut dire ça comme ça, des cibles fétiches. Ce sont des hommes qui sont plus grands et plus forts que lui, comme s'il présentait en soi l'appréciation d'être dominé. Quelque chose qu'il aurait développé en soi pendant sa scolarité en étant dominé par d'autres personnes pendant son harcèlement scolaire. En 1967, basé à Los Angeles, Patrick Kearney va rencontrer un homme qui va devenir son compagnon, un homme qui est plus jeune que lui qui s'appelle David Hill. David Hill et Patrick Kearney n'ont pas une relation des plus harmonieuses. Ils passent beaucoup de temps à se disputer, ce qui donne l'occasion, après ces disputes à Patrick Kearney, de partir en virée nocturne, où lui il dit que c'est simplement pour se changer les idées, alors qu'en fait, ce sont des nuits non pas de remise en question, mais des nuits de traque. Pendant ces nuits-là, Patrick Kearney va s'approcher d'autostoppeurs, il va aller dans des bars pour personnes du même sexe, et il va séduire les personnes qu'il va côtoyer. C'est sûr qu'après avoir exercé ses techniques de drague pendant ses années de célibat, il devait être plutôt rodé et savoir comment mettre en confiance quelqu'un. Et c'est là qu'il va ensuite commettre ses crimes atroces. Il a un mode opératoire assez particulier. Il ne torture pas ses victimes, il n'abuse pas d'elles alors qu'elles sont en vie, il n'a pas un plaisir de sadisme. Ce qu'il aime, lui, c'est s'adonner à des plaisirs malsains une fois que ses victimes sont décédées. Donc l'acte meurtrier, il va le commettre très rapidement et très brutalement. Quand je dis brutalement, c'est vraiment qu'il n'a aucune pitié. Il va tirer généralement une balle dans la tête de sa victime, ce qui va la tuer sur le coup, et ensuite il va s'adonner à des actes, avoir des relations intimes avec le corps de ses victimes qui sont maintenant décédées. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que il va pas d'abord couper un bras, puis couper une jambe et après achever. Non, lui, il veut que la mort de sa victime soit rapide pour ensuite se donner du plaisir. Après avoir commis tous ces crimes atroces, il va démembrer ses victimes, les mettre dans des sacs poubelles et ensuite disséminer les sacs dans des terrains vagues, sur des autoroutes. Il n'a pas d'endroit particulier, il n'y a pas une zone où il va enterrer tous ses corps. Il avait une sorte de curiosité malsaine parce qu'il s'adonnait également à des actes sur ses victimes, un peu à la manière d'un chirurgien. Il avait une certaine curiosité du corps humain, du coup, une fois que ses victimes étaient décédées avec un scalpel, parfois il enlevait des visages, parfois il disséquait certaines parties du corps pour en observer vraiment l'anatomie.
Le premier meurtre officiel qu'on a pu relier à notre homme est un meurtre qui a été commis peu de temps après que Patrick Carney et David Hill aient emménagé ensemble. Ils étaient en visite dans une ville pour rendre visite à un ami de David Hill, et la victime qu'a fait Patrick Carney, on ne sait pas qui c'est. Tout simplement parce que le corps de la victime était tellement endommagé que son identification était impossible. Après avoir avoué ce crime-là quand il a été arrêté plus tard, Carney a dit que c'était un individu qu'il ne connaissait uniquement sous le nom de George, qu'il avait été abattu d'une balle entre les deux yeux, qu'il s'est pris dans la chambre de son appartement. Après cela, Patrick Carney a transporté le corps de la chambre à la salle de bain pour s'adonner à des actes infâmes. Après ça, il l'a démembré et il l'a dépecé. Dépecé, ça veut dire qu'il lui a littéralement enlevé toute la peau de son corps. Il a également ôté la balle de la tête pour éviter qu'il y ait un rapprochement fait entre la balle utilisée, l'arme qui avait été utilisée et que tout ça soit utilisé pour être ramené en soi vers Patrick Carney. Et après ça, il a brûlé le corps de sa victime dans son garage. Après ce premier meurtre, Patrick Carney, rassasié, ayant eu sa dose de crime, s'est arrêté pendant un an, mais ensuite ses envies malsaines sont revenues. Une fois qu'il se remet à commettre des crimes, il les commet à peu près à une période régulière, à chaque fois à un intervalle d'un mois, quasiment. Comme je vous l'ai dit, il trouve ses victimes soit sur la route des autostoppeurs, soit dans des bars pour personnes de même sexe. Il met les personnes en confiance, il les emmène dans sa voiture, et une fois qu'ils sont dans sa voiture, là, sans faire la discussion ou quoi que ce soit, il leur tire une balle, juste au-dessus de la tempe, pour mettre fin à leur jour le plus rapidement possible. Après ça, il cherche un endroit isolé, il sort le corps de la voiture, et il se donne à des actes qui lui donnent beaucoup de plaisir sur les corps des personnes qu'il vient d'assassiner. Après ça, il bouge, il ne laisse pas le cadavre là où il a effectué des actes infâmes. Il va dans un autre terrain vague et il jette le cadavre comme ça dans un sac poubelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois il laisse aussi les corps, c'est glauque, hein, dans des endroits où il y a des charognards. Les charognards sont des animaux en gros qui vont bouffer des restes de corps vivants, mais c'est pas des animaux qui sont dangereux en soi parce qu'ils vont pas s'attaquer à un être vivant, ils vont s'attaquer à un corps qui a été mis en l'état par quelque chose d'autre. Donc ces animaux-là allaient bouffer les restes de victimes de Patrick Carney. De temps en temps, pour essayer de rendre l'identification des corps le plus difficile possible, il peut frapper les cadavres de ses victimes pour essayer de leur déformer le visage, notamment. Donc c'était un tueur qui était plutôt violent, mais qui avait une violence post-mortem. Il n'était pas d'un sadisme brut, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à avoir la souffrance chez ses victimes, mais il aimait causer de la souffrance post-mortem. Je ne sais pas comment on pourrait catégoriser ça en termes de psychologie. Il doit y avoir un terme, hein, sûrement quelque chose comme ça qui sert à montrer, voilà, il aime faire subir des sévices, mais c'est plus dans un aspect de, entre guillemets, il se défoule sur quelqu'un, plutôt que de voir quelqu'un souffrir. Je sais pas si vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Pendant sa carrière criminelle, il n'a pas eu de victimes préférées, ça a toujours été des hommes néanmoins, mais en termes d'âge, là, c'était plutôt hétérogène. C'était généralement des jeunes hommes, des jeunes adultes, mais il s'est quand même attaqué une fois à un enfant de 8 ans. Un jeune garçon de 8 ans en 1977 qui a été approché par Patrick Carney alors que le jeune garçon faisait de la bicyclette. Ça, c'est l'avant-dernière victime de Patrick Carney. La dernière victime, et celle qui a permis de l'interpeller, c'était un jeune garçon du nom de John Lamey qui était âgé de 17 ans, qui avait averti un de ses voisins qu'il allait retrouver un de ses amis, un homme du nom de Dave, dont il avait fait connaissance dans une salle de sport. Le fameux Dave, c'était David Hill, le compagnon de Patrick Carney, sauf qu'en arrivant au domicile de Dave, il ne trouve pas David Hill, il trouve Patrick Carney. Ils vivaient ensemble, Patrick dit que David est sorti et que du coup le jeune homme peut attendre avec lui dans la maison, chose que le jeune homme accepte. Ils regardent la télévision ensemble et à un moment donné, sans rien dire, Patrick Carney s'éclipse du salon, va chercher son pistolet et tire sur le jeune homme dans la nuque, le tuant sur le coup. Après ça, il démembre son corps et il le jette dans le désert. 5 jours après son meurtre, le 18 mars 1977, les restes du jeune garçon assassiné sont retrouvés par la police. Ils mènent leur enquête et ils découvrent que, avant son meurtre, le jeune garçon avait été vu en compagnie de David Hill, mais également de Patrick Carney. Le voisin dit également qu'avant sa disparition, il devait se rendre chez un fameux Dave. Donc, la carrière criminelle de Patrick Carney semble arriver à son terme. Sauf que lui ne voit pas ça de cet œil. Il décide de prendre la fuite avec son compagnon David Hill. Cette cavale dure jusqu'au 1er juillet 1977, le jour où il est finalement arrêté. David Hill, lui, n'est pas inculpé, il est relâché parce qu'il est vrai que lui, son implication dans les crimes commis par Patrick Carney était totalement nulle. Lui, il n'avait rien fait, il ne sait pas forcément pourquoi il était parti en cavale, il était peut-être même pas au courant qu'il était en cavale. Ça se trouve, Patrick Carney a dit viens, on part en vacances quelques mois, il a dit ok, je te suis. Donc, il a été relâché pour toutes ces raisons. Par contre, c'est pas du tout la même situation pour Patrick Carney. Patrick Carney, lui, d'emblée, il a tout avoué. Il avoue d'abord avoir commis 28 meurtres, et puis plus tard il revient sur sa confession en disant qu'il en aurait commis 7 de plus.
Il plaide coupable parce qu'il ne veut pas du tout aller dans le couloir de la mort, il se dit qu'en allant dans le sens des accusations, il pourrait l'éviter. Et il avait raison. Il n'a pas été condamné à mort, il a été condamné à la prison à vie. C'est le 21 décembre 1977 que Patrick Carney a fait son entrée dans la prison d'État de Californie, où il réside encore actuellement. On en a fini pour cette histoire. Je trouvais que c'était une histoire assez intéressante parce que le mode opératoire de cet homme était assez particulier. Et puis, il n'a pas eu la carrière criminelle la plus exaltante, on va dire. Il n'était pas comme un autre tueur qui pouvait piéger ses victimes, aller suivre, qui a dupé une personne pour aller chez elle, et puis chez elle il y avait la famille, il a tué la personne qui l'a invité, les enfants, etc. C'est quelqu'un qui allait... un peu, je sais plus qui était comme ça, mais il y en avait un autre qui allait droit au but, tu vois, il commettait ses crimes, genre c'était du rapide. Lui c'était ça, lui c'était même pas forcément, je pense, le meurtre qui l'intéressait, c'était les sévices qu'il faisait après. Alors que pour certaines personnes, c'est vraiment voir les personnes souffrir et ensuite tuer qui sont leur motivation. C'est comme si d'un côté il voulait faire subir ce qu'il avait vécu quand il était adolescent à ses victimes, mais qu'il ne voulait pas qu'elles ressentent la douleur que lui avait pu ressentir quand il était plus jeune. Je vous propose en tout cas qu'on débriefe de tout ça en se remettant dans une ambiance plus chill. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Je trouve que c'est, comme je l'ai dit avant, une histoire fascinante. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il ne présente pas de caractéristiques propres à plein de tueurs en série, c'est-à-dire la jeunesse difficile, avoir fait des sévices sur des animaux, enfin plein de choses qui se passent durant l'enfance. Lui, il n'a rien eu dans son foyer directement, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé à l'école, comme quoi il y a vraiment plein de choses dans notre jeunesse qui peuvent nous forger dans le bon sens comme dans le mauvais, parce que bon là, on ne connaît pas le degré d'harcèlement que Patrick Carney avait subi dans sa jeunesse. Est-ce que c'était juste une blague comme ça qu'il avait de temps en temps, ou est-ce que vraiment c'était au point d'être humilié sévèrement et battu sans que personne ne vienne à son aide? Ça, on ne sait pas du tout. Je pense plutôt vers la deuxième possibilité, si vraiment il a quitté l'école en se disant je veux tuer des gens, en gros prendre sa revanche sur sa vie, et d'un côté il est parti dans une sorte de revanche criminelle en s'adonnant aux sévices que lui avait subis sur ses victimes. Mais il y a aussi une sorte de compassion d'un côté pour ses victimes, où il se dit je veux leur faire du mal mais je ne veux pas qu'elles le ressentent. Tu vois, c'est ça qui est très intéressant dans sa psychologie. Après peut-être qu'il y a des interviews, hein, je n'ai pas regardé ce côté là. Ouais, il voulait faire du mal à ses victimes, mais il voulait pas qu'elles souffrent. C'est pour ça qu'il est tué directement. Après, sur la partie cachette de sa vie criminelle, bon, David Hill, il a sûrement totalement ignoré à chaque fois ce qui se passait. Après, est-ce que c'était un homme très organisé? Sûrement parce qu'il avait son mode opératoire bien défini. D'un côté, quand il masquait ses crimes, il savait ce qu'il faisait parce qu'il savait qu'il fallait déformer le visage de ses victimes pour ralentir une identification. Il savait qu'il fallait les démembrer pour que ce soit le moins visible possible. Il avait quand même pas mal de ressources, on va dire. Après, c'est incroyable parce que c'était un homme qui avait totalement deux facettes. D'un côté, il a été un homme bien sous tout rapport qui travaillait en tant qu'ingénieur pour une compagnie qui a été créée par un homme très connu, une belle compagnie. Mais d'autre côté, de nuit, il devenait un amant meurtrier quasiment. J'espère les amis que cette histoire vous a intéressé. Je sais que c'est pas l'histoire la plus longue, c'était une histoire assez rapide. Comme je vous l'ai dit, c'était pas un tueur qui a perduré pendant des décennies et des décennies à faire des crimes qui sont entre guillemets spectaculaires. C'était quelqu'un qui allait droit au but et qui avait son mode opératoire et qui était très bien dans cette vie là. C'est sûr, c'est pas du tout le tueur du Zodiac ou un Jack l'Éventreur où c'était beaucoup plus incroyable que les meurtres que lui ont fait, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a enlevé des vies et c'est fort heureux que maintenant ils sont en train de purger sa peine indéfiniment en prison. Si la vidéo vous a intéressé et que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était un plaisir pour moi de vous partager cette histoire. Prenez soin de vous, c'était Aiken, salut.